Madame, monsieur, bonsoir. En ce dimanche, pour commencer, nous vous présentons un reportage sur l'évolution de la femme dans la société et dans la publicité. Une enquête menée par notre équipe de rédaction, Flavie Depoisier, Élise Michou et Biliana Gaume. En France, les femmes obtiennent le droit de vote en 1944. Pour la première fois depuis 9 ans, le peuple français a fait entendre sa voix. Pour la première fois depuis toujours, ce chœur de 20 millions de voix comportait voix d'hommes et voix de femmes. On a fait la queue sans grenier. On a glissé 2 bulletins dans 2 urnes. Et continuent à se démener pour obtenir les mêmes droits que les hommes. Grâce à leur lutte, elles parviennent à faire changer leur statut. Ces changements se retrouveront dans la publicité. La femme reste sa principale cible, car elle est une grande consommatrice, même si la publicité représente cette dernière de façon très différente au fil du temps, pour séduire le plus possible de consommateurs. On peut donc se demander si depuis les années 50, l'image de la femme dans la publicité a-t-elle suivi l'évolution de la femme dans la société. Pour cela, nous avons fait appel à 2 spécialistes. Élise Michou, spécialiste de l'histoire du XXe siècle, et Biliana Gaume, spécialiste de la communication visuelle. Avec elle, nous verrons d'abord comment la femme est passée du statut de ménagère au statut de femme active. Puis, nous remarquerons que les publicités reflètent bien la perpétuation des inégalités malgré ces progrès sociaux. Et voilà de la purée mousseline. Encore quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi je fais un petit dans le corps pour mettre du jus dedans. Ah, je vais en manger tellement que je serai loin comme un géant. Je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Purée mousseline, on en reprend. Cette vidéo est représentative de la ménagère dans les années 70. Même si les femmes étaient impliquées dans le monde du travail des années 50 à 70, la place de la femme restait dans sa famille qui demeurait son unique domaine, et la division sexuelle du travail laissait les femmes dans les tâches domestiques. Les femmes étaient donc les principales cibles pour les publicités des produits alimentaires et ménagers. Ce type de publicité a connu un âge d'or dans les années 50, et la femme au foyer semblait devenir l'unique rôle de la femme française. Dans la publicité, la ménagère est heureuse et s'occupe dans la joie et la bonne humeur du ménage, de la cuisine et des électroménagers offerts par son mari. Le travail domestique fourni par les femmes n'est pas considéré comme un emploi puisqu'il n'est pas rémunéré. Il faudra attendre 1965 pour que les femmes puissent exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur époux. L'émancipation de la femme est alors en marche. Nous allons voir que ce combat difficile porte ses fruits. Maintenant, faisons appel à nos spécialistes Biliana Gaume. C'est pendant les années 60 que les publicitaires commencent beaucoup à se servir de la pin-up. Elle est joyeuse, souriante, pleine de vie. C'est le symbole d'une société en pleine croissance économique qu'est la France des 30 glorieuses. La pin-up a un rôle de présentation de produits. Elle donne une image nettement plus enjôleuse de la femme que la ménagère. Elle a une belle silhouette, elle est habillée, parfois dénudée, comme sur cette publicité Vespa où elle est en maillot de bain. Elle est aussi parfois en robe courte. Le but de ces publicités est d'attirer et de toucher le regard des hommes qui, charmés par cette belle femme, ressentiront plus le besoin d'acheter ce produit qu'un produit électroménager. Il fait trop chaud pour travailler. Il fait trop chaud pour travailler. Pulco citron déjà pressé. Les femmes ne se reconnaissent pas dans ce cliché, et la pin-up ne représente en rien les femmes telles qu'elles sont dans les années 60. Cependant, on peut quand même dire que la pin-up témoigne d'une certaine libération de la femme. Maintenant, nous retournons voir notre spécialiste de l'histoire du XXe siècle pour nous parler de cette fameuse libération. D'après vous, quels événements peut-on associer à l'émancipation de la femme ? Je dirais l'évolution de la contraception, qui est un élément important dans l'émancipation de la femme, notamment grâce à la pilule contraceptive qui lui permet de choisir librement entre vie active et vie familiale. En 1967, la loi légalisant la contraception paraît. C'est la révolution sexuelle. C'est donc à partir de la fin des années 60 que l'on peut parler d'une réelle émancipation de la femme. Oui, d'autant plus que l'accès aux études bouleverse la place de la femme dans le monde du travail. Au début des années 70, la moitié des femmes âgées de 25 à 59 ans étaient actives. Elles gagnent de plus en plus de place dans le monde du travail.
mais ne sont pas autant valorisées que les hommes au niveau du salaire. Et il me semble qu'avec l'augmentation du nombre d'actives, les publicités ont changé elles aussi, non? Effectivement, les publicitaires ont été obligés de s'adapter à cette nouvelle image qui apparaît dans la société. C'est la femme active. Ils la présentent en working girl, elle est active, investie, heureuse et efficace dans son travail. En 1972, un nouveau slogan est lancé par les féministes. À travail égal, salaire égal. Cette année-là, l'égalité de rémunération est enfin inscrite dans la loi française. Mais d'après Maya Surdut, ancienne porte-parole nationale pour le droit des femmes, la réalité n'a pas été à la hauteur des espoirs considérables des femmes. Êtes-vous d'accord avec cela, Élise? Les femmes, certes, affirment leur autonomie, mais le combat n'est pas terminé. Elles veulent plus de reconnaissance. En 1974, le mouvement de libération des femmes, dit le MLF, lance alors une grève contre les tâches domestiques et sexuelles. Faisons la grève contre la situation qui est faite aux femmes dans cette société, dominée par les hommes, et cette société capitaliste aussi. Et on fait grève, on propose de faire une grève pour que les femmes se rendent compte de ce qui se passerait si elles s'arrêtaient. Et si je m'arrêtais de m'occuper de mon mari, et si je m'arrêtais de travailler comme certaines femmes le font, 15-16 heures par jour entre le travail à l'industrie, au bureau et le travail à la maison, qu'est-ce qui se passerait? Qu'elles prennent conscience qu'elles ont un pouvoir, que nous avons un pouvoir, et qu'on peut arrêter le système qui nous fait travailler comme des cerfs. Faites aussi grève de ce que vous appelez les services sexuels, pourquoi? Non, je dirais plus précisément que ce n'est pas la grève des services sexuels, mais que c'est la grève de la reproduction d'enfants telle qu'on nous la propose. C'est-à-dire que des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants sont parfois obligées d'en avoir parce que l'avortement n'est pas facile. Et que d'autre part, certaines d'entre nous et certaines d'autres femmes qui veulent avoir des enfants ne le peuvent pas parce que leur situation financière, parce qu'elles ne sont pas mariées, que c'est très dur d'avoir un enfant naturel, pour l'enfant ne le peuvent pas. Et tant qu'on nous forcera à avoir des enfants quand nous ne voulons pas et qu'on nous empêchera d'en avoir quand nous le voulons, nous ferons la grève de la production d'enfants, plus que la grève des services sexuels. Les différentes militantes interrogées montrent que le but de cette grève est de faire prendre conscience à la société de leur pouvoir sur les hommes et que sans elles, beaucoup de choses ne fonctionneraient pas. Elles souhaitent ainsi montrer qu'elles méritent d'être aussi libres qu'eux. Merci, Élise. Maintenant, nous allons passer à la suite de notre enquête. On peut dire que la femme a une représentativité assez mitigée dans la publicité. Pour nous éclairer, je retourne interroger notre spécialiste de la communication visuelle. Les publicitaires sont influencés par l'évolution des mœurs et de la société de consommation grandissante. Ils font évoluer la femme active dans leur publicité. Oh, t'as l'air reposée? Si tu savais. T'as l'air en forme ce matin. T'as super bonne mine. T'es radieuse. Nouveau dans la gamme Q10, la crème d'énergie de Nivea. Dans les années 90, la femme est représentée en parfait équilibre entre sa vie de famille et sa vie professionnelle. Elle est représentée au naturel, ses petits défauts sont assumés, pour mieux représenter les femmes et aussi pour qu'elles s'identifient plus. C'est une chose qui disparaîtra au début des années 2000 pour laisser place à la femme objet. Quand vous parlez de femme objet, de quoi s'agit-il exactement? L'évolution de la société de consommation conduit ensuite les publicitaires à créer une nouvelle image. La femme objet. C'est une femme plus attirante, plus sexy, qui vend mieux les produits. Elle n'est pas réellement plus importante qu'un pot de fleurs puisqu'elle a un rôle décoratif dans les publicités. Elle érotise le produit par sa posture, par ses expressions, par son corps très mince, très maigre, parfois complètement nu. Elle imite de plus en plus souvent l'acte sexuel. Tout ceci, c'est pour attirer le regard de l'homme. Enfin, le regard en général et plus particulièrement celui de l'homme. Quand c'est chaud, il y a Pulco, des fruits et de l'eau de source. Pulco, les recettes. Les publicitaires l'utilisent beaucoup en 2001-2003. L'image de la femme qu'elle dégage, femme futile, soumise, superficielle, conduit souvent les consommateurs à des contestations. D'autant plus qu'elle crée des codes de beauté, de minceur, qui incitent les jeunes femmes à des régimes dangereux ou à des maladies comme l'anorexie ou la boulimie. On la retrouve souvent dans des publicités pour de grandes marques de parfums ou de vêtements.
Ça peut être assez surprenant d'ailleurs de trouver une femme à moitié nue dans une publicité pour des vêtements. On la retrouve aussi dans des publicités pour des crèmes de rasage pour hommes, de bronzage, de crème de bronzage, crème solaire. Des publicités pour des marques de parfums pour hommes. Symboliquement, en achetant un parfum, ils achètent la femme. Toutes ces publicités sur la femme objet n'aident pas vraiment les femmes qui ont du mal à s'affirmer dans le monde du travail. Sur le papier, la place des femmes dans le monde du travail ne cesse de se renforcer. Élise, selon vous, la lutte des femmes a-t-elle conduit à une réelle parité ? À partir des années 80, les actions féministes ont pour but d'établir une véritable égalité homme-femme. Cette recherche de parité a pour objectif de se battre contre les inégalités dues à des déséquilibres entre les deux sexes, généralement à l'avantage des hommes et au détriment des femmes. En 1983, on promulgue donc la loi Roudy sur l'égalité professionnelle homme-femme. Mais la pratique ne suit pas. Les véritables facteurs d'inégalité sont culturels et non juridiques. Même avec un niveau d'études égal, les femmes sont généralement exclues des hauts postes comme la direction. En effet, à l'époque, pour ce type de poste, on préfère choisir un homme plutôt qu'une femme. Pensez-vous que l'image désobligeante que la femme objet dégage dans la publicité a un rôle à jouer dans ces injustices ? En effet, cette image incite au machisme. Il s'agit d'une idéologie fondée sur le principe que l'homme domine socialement la femme et qu'il est privilégié par rapport à elle. En 2002, selon le journal télévisé France 3, les femmes représentent moins d'un quart des chefs d'entreprise pour près de moitié de la population. Elles sont plus dans des métiers peu qualifiés et peu valorisés que les hommes, et leur salaire est en moyenne de 25% inférieur au leur. Pour faire en sorte que ces inégalités cessent, une loi visant à réduire les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, ainsi qu'à respecter la parité dans les conseils d'administration d'entreprises publiques a été proposée. Or, ce projet de loi n'est qu'un rappel parmi tant d'autres, puisqu'il existe déjà une loi sur l'égalité des sexes, notamment la loi posant ce même principe d'égalité des salaires en 1972. D'après une enquête que nous avons menée, la majorité des personnes ont le sentiment d'avoir pu observer une évolution de l'image de la femme dans la publicité depuis qu'ils en regardent. 59% des femmes de moins de 20 ans pensent que cette évolution est positive, alors que 55% des femmes de plus de 20 ans pensent qu'elle est négative. La plupart des hommes et des femmes trouvent que l'on voit beaucoup de femmes objets dans la pub. 7% des hommes de moins de 20 ans pensent beaucoup voir la femme au foyer dans la publicité, alors que ceux de plus de 20 ans pensent le double. Tous sont majoritairement d'accord sur le fait que la publicité ne représente pas la femme comme l'égale de l'homme, et que l'image dégagée dans la publicité ne correspond pas à l'image qu'ils se font de la femme. La plupart d'entre eux ne sont pas choqués qu'une femme fasse une pub de bricoleuse. D'une manière générale, on peut dire que la publicité a suivi l'évolution de la femme dans son émancipation. Cette dernière a quitté son rôle de ménagère pour se lancer dans la vie active. Au fil des années, elle est de plus en plus libre, aussi bien dans la publicité que dans la société, où elle est parvenue à obtenir une place plus importante. Néanmoins, certaines images parfois dégradantes et peu représentatives se sont établies, telles que la pin-up ou la femme objet. Ce type de représentation dégradante se trouve aussi de plus en plus dans les clips musicaux.